S'il braille lâche-le de Chester Himes raconte la colère d'un homme noir en Amérique des années 40, écrit par un auteur noir. Et c'est sans doute la meilleure lecture pour moi de cette année. Et je vous invite vraiment à rester sur cette vidéo parce que je trouve ce livre fou, mais je vais d'abord vous lire 2 pages du début de ce texte. Ma couleur est un handicap, ça je le savais. Mais merde, je n'étais pas obligée de prendre ces crosses. Je suis toujours allée où j'ai voulu, et ça ne m'a jamais gênée. Je m'étais fait rembarrer plus d'une fois là-bas, à Cleveland, dans l'Ohio. Cleveland n'est pas le pays de l'homme libre, ni la patrie du brave non plus. C'est une des raisons qui m'ont fait partir pour Los Angeles. Je sentais que si on continuait à m'évincer pour engager les blancs qui faisaient la queue derrière moi, il faudrait que j'en dérouille un. C'était réglé. Mais ça ne m'a quand même jamais complètement démoralisée. Un jour, j'ai menacé de porter plainte contre un patron de bistrot et ça m'a rapporté 100 $. J'ai même pensé à me faire des rentes comme ça. La plupart du temps, quand on me refusait, je m'en allais ailleurs et je n'y songeais plus. Mais à Los Angeles, ils m'ont secoué. Ce n'est pas tellement dans les usines qu'on m'a refusé du boulot. Quand je suis arrivée ici, le seul boulot qu'un noir pouvait trouver, c'était celui d'aide de cuisine chez les Blancs. Mais ce n'est pas tellement ça, c'est la tête que faisaient les gens quand on leur demandait de l'ouvrage. La plupart ne me répondaient pas tout de suite, non. Ils avaient simplement l'air sidérés que j'ose le demander, comme si leur chien avait poussé la porte en disant « à moi de parler ». C'est ça qui m'en a foutu un coup. C'est peut-être à ce moment-là que ça m'a pris, ou c'est peut-être seulement quand ils ont commencé à enfermer les Japonais que je l'ai remarqué. Le petit Ricky Oyana qui chantait Dieu bénisse l'Amérique et qu'on envoyait au camp avec ses parents le lendemain. Déraciner comme ça des hommes et les boucler sans rémission, sans aucun jugement, sans qu'ils aient rien fait, sans leur permettre de dire un mot. Je me disais, et si jamais ils me faisaient le coup à moi, Robert Jones, le fils noir de Madame Jones. Et c'est ça qui m'a foutu les foies. Après il y eut tout. La tête des Blancs quand je passais dans la rue, la vague de haine folle, hagarde, déchaînée, que la première bombe japonaise sur Pearl Harbor avait lâchée avec elle, comme un raz-de-marée. Cette sensation de race affolante, hargneuse, aussi pesante dans la rue que les fumées d'huile lourde, chaque fois que je sortais, je la sentais. Cette provocation. Et il fallait l'accepter ou l'ignorer. 1000 fois par jour, il fallait que je décide. Est-ce que ça y est? Est-ce qu'il faut y aller? Je suis à peu près de la même couleur que les Japonais. Je n'y vois pas de différence. Un foie jaune, ça pouvait aussi bien s'appliquer à moi. Je flairais constamment la bagarre raciale, une furieuse bagarre, et pas plus loin qu'à 2 pas. Personne ne m'embêtait, personne ne l'ouvrait jamais. J'étais comme un catcheur, prêt à sauter sur le premier adversaire qui se présenterait. Ça ne pouvait pas durer. J'avais perdu 10 kilos en 15 jours et mes mains commençaient à trembler. À ce moment-là, j'étais mécanicien au chantier, et à chaque fois que mon chef d'équipe, un blanc, s'amenait vers moi, mes boyaux se nouaient, à tel point que je me sentais plus en sûreté que dans mon lit, en train de dormir. J'avais même pas la trouille d'en parler. Si j'étais allée voir un psychiatre, il m'aurait trouvé mûr pour le cabanon. Vivre comme cela, terrifié, cerné, emmuré, je ne me sentais plus aucun courage pour lutter. Bonjour, aujourd'hui on va parler de S'il braille, lâche-le de Chester Himes. C'est sans doute le meilleur livre que j'ai lu cette année. L'auteur va montrer comment une société raciste va fabriquer cette colère. Mais une colère jamais représentée comme une colère individuelle. Je voulais vraiment vous parler de ce livre parce que je l'ai trouvé incroyable. Et en fait, il y a tellement de choses à dire dessus que j'avais envie de vous faire une vidéo individuelle sur le sujet. Peut-être que c'est un format que je vais faire beaucoup plus à l'avenir, de mise en avant de certains textes sur lesquels j'ai envie de vous parler davantage parce que je pense qu'ils sont essentiels pour tout un tas de raisons. Ou alors intéressants pour tout un tas de raisons. J'adresse presque cette vidéo aux personnes blanches qui veulent s'approcher d'un système de compréhension du quotidien possible de personnes qui subissent le racisme. De ce que j'ai lu, il semblerait que ce soit une très bonne représentation d'une des réalités possibles des personnes noires. Après, dans cette vidéo, je ne veux pas effacer l'individu derrière le système, ni même expliquer le racisme par les émotions, ni même effacer l'expérience du personnage. Je fais une petite aparté, mais cette vidéo sera sans spoil sur l'intrigue générale. Je vais lire des extraits, mais les extraits seront beaucoup plus présents pour illustrer les propos que j'avance sur le racisme ou autre, donc ça ne vous spoilera pas le récit en tant que tel, ou la fin, ou je sais pas quoi. Donc ce roman, S'il braille, lâche-le, a été publié en 1945 et traduit en français en 1948. Donc c'est quand même un texte qui date et c'est tout ce qui en fait l'intérêt aussi. Pour vous présenter l'auteur très rapidement, c'est un auteur afro-américain qui est né en 1909 et qui est mort en 1984. Il va commencer à écrire dans les années 20 lorsqu'il est en prison et va notamment beaucoup parler du racisme structurel aux États-Unis et notamment à travers ses premiers romans, et il va aussi écrire, d'ailleurs je place ça là, mais des romans policiers que je n'ai pas lus, qui apparemment aussi des fois flirtent un peu avec l'absurde. Enfin, ça a l'air hyper intéressant, donc voilà,
très envie de le lire. Roman policier d'ailleurs qu'il a écrit lorsqu'il vivait en Europe, je place ça là. Enfin bref, l'histoire de l'auteur a l'air hyper intéressante, mais si je développe en plus sur ça, on n'est pas sorti. Donc le roman va suivre Bob, un ouvrier noir aux États-Unis qui travaille donc dans une usine. Je précise donc que c'est dans les années 40, écrit par un monsieur qui a connu les années 40. Et cette usine dans laquelle il travaille est principalement composée d'hommes et de femmes blancs. Je vais beaucoup utiliser les termes de blanc, noir, non blanc parce que c'est une facilitation du discours aussi et que ce ne sont pas des gros mots. Donc voilà, ça va revenir assez souvent. Ce texte est écrit à la première personne. On n'est pas du tout face à une narration extérieure du racisme, mais à une immersion dans une expérience située, quotidienne et constamment contrainte à des rapports sociaux. Attends, je mets mon doigt à travers la page parce que je dois vous lire des extraits, mais c'est archi pas naturel comme pause. Et la raison pour laquelle je vous en parle et la raison pour laquelle j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, c'est pas seulement le contenu du roman, mais aussi sa construction. La manière dont l'auteur va articuler expérience individuelle très précise avec une structure sociale beaucoup plus large. Pour le dire autrement, c'est vraiment la réflexion de comment un texte centré sur un individu va nous permettre en réalité de penser un système. Donc dans ce roman, on a une vision de ce personnage principal, Bob, qui vit un quotidien bourré d'agressions et de micro-agressions. Racistes, bien sûr. Donc des rappels constants à la hiérarchie, des injonctions contradictoires, une disqualification de la parole, ou même la crainte des violences policières, ou des fausses accusations qui peuvent être... comment on dit ? Des fausses accusations contre lui. J'ai perdu le verbe. Et en fait, on a tout ce processus de saturation qui est vraiment découlant de toute cette accumulation. On est vraiment témoin, en fait, de cette pression continue. C'est non-stop. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ce personnage qui est présenté un peu sous... Enfin, c'est vraiment comme une cocotte minute prête à exploser. Et pourtant, on voit l'invalidation perpétuelle de cette colère. Notamment par son environnement social composé de personnes blanches, mais aussi de la part des personnes noires. Elle est jugée excessive, irrationnelle et illégitime. Vraiment indépendamment des conditions qui la produisent. C'est très fort et très subtil comme écriture. C'est vraiment un texte et donc une lecture très oppressante, car vraiment on est sur de la micro-agression constante, que ce soit par le vocabulaire. D'ailleurs, il y a le N-word, je ne vais pas le prononcer bien évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas. Je vous invite à vous renseigner dessus et à vous renseigner sur la raison pour laquelle on ne le prononce pas. C'est la lettre N-word en anglais, W-O-R-D. Et je vous laisse vous renseigner par vous-même sur ça parce que ça va être beaucoup trop long. Encore une fois, d'épiloguer sur ça dans la vidéo. Bref, c'est un terme très négatif envers les personnes noires qui parfois est réapproprié justement par les personnes noires. Donc en tant que blanche, je ne le prononce pas et je vais utiliser l'abréviation de N-word. Donc on a ce mot N-word qui va être utilisé sans déconner au moins 3 fois par page, soit par le personnage principal, ce qui est pas du tout un problème, soit par les personnes extérieures qui veulent donc l'insulter, le minimiser, enfin voilà, c'est très très présent. D'ailleurs, si vous êtes sujet au racisme et que ça vous touche tout particulièrement, vraiment, je vous déconseille cette lecture. Par contre, si vous cherchez de la représentation sur le fait de subir le racisme, j'ai bien l'impression que c'est une très bonne lecture pour ça. Je précise bien évidemment que je suis une personne blanche, et même si je découvre pas le racisme à travers ce livre, et que j'ai beaucoup lu sur le sujet, mon analyse va forcément être située et limitée, notamment sur l'histoire du racisme aux États-Unis, et sur l'expérience du vécu des personnes noires que ce texte met en scène. Donc si je fais des erreurs de formulation, qu'il y a des choses que vous trouvez fausses dans ce que je dis, vraiment n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est tout à fait normal. Et les personnes qui regardent cette vidéo, d'ailleurs je vous invite à lire les commentaires si jamais il y a des précisions apportées dedans. Fin du disclaimer. J'y reviens. Donc le personnage principal qui est en colère, on va le suivre dans un quotidien où on essaye de faire taire sa colère. Que ce soit les autres personnages non blancs ou les personnes blanches avec lesquelles il travaille ou qu'il va croiser hors travail. Et dans ce roman, le racisme n'apparaît pas du tout comme une succession d'événements isolés. Il fonctionne vraiment comme une constante, comme un cadre permanent de la vie sociale de Bob. En tant que lectrice, on va le retrouver dans le travail, dans les relations quotidiennes, dans les interactions ordinaires, dans les hiérarchies implicites, dans le discours politique aussi, et comme je vous ai dit, dans les formes de sociabilisation plus banales. Il est important de savoir que ce n'est pas des événements exceptionnels, mais bien en fait une continuité. C'est ce qui rend ce texte archi juste, je trouve. On a vraiment un auteur qui ne met pas en scène le racisme comme une rupture dans le social, mais bien comme une organisation du social. Je paraphrase beaucoup parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément comprendre et c'est normal, les personnes qui ont peu lu sur le sujet, ou il y a les personnes qui vont aussi faire semblant de ne pas comprendre. Donc j'essaye vraiment de l'expliquer de manière différente pour que ce soit
bien clair. Et c'est là qu'on voit que le choix d'écrire à la première personne est vraiment indispensable. Ça ne sert pas en fait à individualiser le récit, mais bien à le placer, à produire une expérience située. Et ce qui est intéressant en lisant ce roman, c'est qu'il y a une impossibilité pour le lectrice d'échapper à cette grille de lecture. En fait, en lisant ce texte, on ne peut pas dire j'ai pas vu. Chose que beaucoup de personnes font dans le discours public, malgré le fait qu'on ait entendu beaucoup de discours et de témoignages qui s'approchent de ce roman. Après, attention, ce n'est pas du tout une lecture psychologisante, où genre la colère est un trait individuel ou je sais pas quoi. Mais ce n'est pas non plus un roman purement structurel, où l'individu va disparaître derrière tout ça. Et le texte maintient vraiment les deux niveaux de manière très nuancée. C'est vraiment son écriture à Chester Himes, je l'ai trouvé incroyable. Je précise aussi évidemment que quand je dis dans ce roman, ou pour ce personnage, ça ne veut pas du tout dire qu'il s'agit de propos uniquement fictionnels, ou déconnectés de la réalité actuelle du racisme. Je parle de ce livre, mais rappelons quand même que ces réalités, ces oppressions sont ancrées dans un quotidien, dans un réel que l'auteur a connu. Et même le fait que ce texte se passe dans les années 40 est hyper intéressant, puisque on retrouve énormément de formulations que je vais vous lire plus tard, qui sont encore très très proches des discours et des témoignages qu'on peut entendre à l'heure actuelle. Aussi, je précise que je vais pas du tout faire toute une aparté sur le fait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Les formes de rejet ou de tension que peuvent vivre des personnes blanches ne s'inscrivent jamais dans un système social comparable. Elles ne relèvent pas non plus du même système de pouvoir et ne sont ni structurelles ni systémique. Alors du coup, je vous invite juste à taper sur Google ou sur YouTube pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas et vous allez tomber sur plein de vidéos très intéressantes. En parlant d'intéressant, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, en fait, c'est aussi la représentation des personnes noires sur plein d'aspects. Pour vous donner un exemple, on peut retrouver ce système d'oppression entre les personnes noires. Ce que personnellement j'ai assez peu lu. Par exemple, Bob va fréquenter une femme qui s'appelle Alice, qui elle gravite beaucoup plus dans un univers bourgeois, donc du coup on va avoir cette hiérarchisation, une forme de réflexion autour des classes sociales, de la lutte des classes, c'est hyper intéressant. Et on retrouve aussi d'autres problématiques entre ces personnages noirs. Il y a un espèce de questionnement autour du rapport à l'intégration, à la respectabilité, donc des problématiques de classe sociale, mais aussi du sexisme, du rejet aussi parfois. Bref, je m'éparpille un peu, mais donc cette copine Alice qui gravite dans cet univers bourgeois, qui fréquente un ouvrier d'une usine, Alice qui est noire, hein, j'ai oublié de le préciser, enfin même d'ailleurs qui est dit qu'elle est métisse, eh bien c'est intéressant de voir que sa position sociale va lui permettre de profiter de certains privilèges blancs. Et d'ailleurs, elle va formuler qu'elle se sent noire qu'aux côtés de Bob, que ce soit dans la sphère privée ou même dans la sphère publique. À cause de sa présence à lui, elle va se sentir noire, alors qu'elle peut avoir tendance à l'oublier en fait quand elle est en compagnie de l'intégralité de sa sphère blanche. D'ailleurs, Bob, qui est tellement focus sur sa colère de manière presque obsessionnel, à juste titre, hein, j'en parle juste comme ça parce que c'est quelque chose de très très présent dans le récit, va d'ailleurs oublier que cette Alice, en plus de subir le racisme tout comme lui, mais de manière possiblement différente, va aussi subir du sexisme et donc avoir un système d'oppression double que lui va un peu oublier. C'est intéressant aussi cette notion du sexisme dans ce texte. D'ailleurs, on voit bien que l'auteur en a conscience puisque, alors c'est pas trop dénoncé, mais c'est dit quelques fois quand même, qu'Alice donc subit aussi le sexisme en plus du racisme, etc. Et donc on a cette Alice qui sera jamais totalement blanche puisqu'elle est métisse. D'ailleurs, je reviens sur le mot métisse. L'auteur va placer quelque chose de très intéressant, je trouve, et je ne savais pas que c'était, sans doute je suis ignarde, mais que dans les années 40, en fait, on avait déjà des personnes qui disaient que métisse pouvait être remplacé par noir. Enfin, là, on a Bob qui insiste auprès d'Alice sur le fait qu'il faut utiliser le bon vocabulaire parce que c'est important, en fait, pour exister dans la sphère sociale. Et donc de faire attention à utiliser les bons mots, s'ils ne sont pas oppressifs, bien sûr. Et c'est intéressant et en même temps nuancé parce que on minimise souvent encore le racisme que subissent les personnes métisses à l'heure actuelle. On a d'ailleurs des blancs bourgeois qui connaissent Alice, qui vont expliquer à ce brave Bob comment faire pour vaincre le racisme. Un peu comme des sauveurs qui s'autorisent à être complètement paternalistes et à donner leur avis non sollicité. Et évidemment, ce bourgeois blanc va
expliquer à quel point Bob a tort, etc. et ne pense pas les choses de la bonne façon pour faire en sorte que le racisme n'existe plus. Et donc il gravite dans cet environnement où il a peur d'être critiqué, où il a peur d'être accusé de choses à tort. Et faut pas être déconnecté, hein. Je le répète parce que c'est hyper important, mais ce n'est pas que de la fiction. Les oppressions sont subies encore à l'heure actuelle par les personnes queer, les personnes handicapées, les personnes non blanches, etc. Enfin, c'est une réalité. Et ces réalités sont vraiment très bien décrites dans ce roman, je trouve. Après, ça reste très cru, très vulgaire. Encore une fois, le N-word, je pense qu'il est 3 fois par page minimum. Et on a ce personnage principal, Bob. Je vous ai dit qu'il semblait un peu obsédé par la couleur de peau, mais c'est ce qui découle en fait de sa colère. C'est ce qui fait aussi qu'il va décrire les personnages par leur couleur de peau. Et donc paradoxalement, ça va être hyper intéressant au niveau de la représentation des personnes noires dans les romans, parce qu'il va décrire ces couleurs de peau avec extrêmement de nuances, et c'est vrai que souvent dans les romans, on va juste avoir personnes noires et indirectement invisibiliser certains corps que l'on retrouve beaucoup moins dans la fiction. Du moins des fictions que j'ai lues, bien sûr, ou vues à l'écran. Et de par le racisme qu'il subit, donc on a cet homme qui ne voit que par ça, que par la couleur de peau. C'est tout à fait légitime, hein, mais donc on a cette omniprésence de sa pensée. Vraiment, c'est ce qui va justifier ce qui se passe dans ce récit et ce qui se joue réellement pour ce personnage. Et donc, c'est hyper intéressant de targuer Bob de victimisation, enlever cette légitimité à sa colère. On va avoir des phrases de personnages même noirs qui vont dire oh là là, il va falloir que tu lâches la bride, il va falloir que tu apprennes à vivre avec les blancs. Il y a beaucoup de personnages qui vont lui dire quoi ressentir, et donc ces personnes noires qui vont lui dire que il est les blancs, et que du coup il n'a qu'à les aimer pour s'insérer socialement, que c'est sa faute s'il se tourmente. Enfin, c'est archi intéressant. Là, je vais partir sur une partie où je vais vous lire plusieurs extraits avant de revenir au propos du texte, parce que je trouve que le texte en vrai parle de lui-même. C'est assez fort, et j'ai envie de vous montrer aussi comment la formulation, même si elle date des années 40, pardon, elle est toujours hyper actuelle. J'ai envie d'en parler en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'on parle du racisme seulement maintenant, alors que pas du tout, et que les personnes concernées ont pris la parole depuis des siècles et des siècles, mais que juste ils n'ont pas été entendus, ou très peu. Évidemment, je pense que si vous faites partie de cette catégorie, vous ne regardez pas cette vidéo, mais bon bref, j'ai envie de vous parler de ce texte, donc je continue mon monologue. Là, on a tout un extrait où, en fait, Bob parle de sa voisine qui vient d'avoir un enfant, et donc cette voisine qui est noire, et en fait, il y a le bébé qui crie à travers la cloison, bref. Bon Dieu de bon Dieu. Après ça, je n'ai plus entendu que le bébé qui tétait goulûment, et je me suis dit que s'il voulait être chic avec lui, il lui tordrait le cou et l'enterrerait au fond du jardin, avant qu'il n'ait le temps de se rendre compte qu'il était N-word. Et soudain, j'ai eu honte. Et là, Mae l'aimait, son môme. S'il lui arrivait quelque chose, elle en mourrait. Et là, c'est hyper intéressant parce que pour lui, en fait, le racisme est si présent qu'il faudrait trouver une façon de préserver les enfants noirs de ce monde, finalement. Petit racisme d'ailleurs là sur, je place ça là sur les natifs, une phrase gratuite là qui n'était pas nécessaire. Bref, là je vais vous lire une autre page que j'ai trouvée super intéressante. C'est Bob qui traîne donc avec Alice et ils ont un date à l'extérieur. Donc c'est lui qui commence. Mais je croyais vraiment que tu aimais les endroits comme celui-ci, j'ai répondu. Elle a répliqué sans réfléchir. Mais avec toi Bob, tout le monde ici sait ce que nous sommes. Tout d'abord je n'ai pas pigé. Elle n'avait pas eu l'intention de le dire si crûment. Alors elle a essayé de replâtrer. Ce n'est pas un reproche que je te fais, j'énonce simplement un fait. Tu veux dire, je me suis esclaffée et à plusieurs tables les gens ont commencé à nous regarder d'un air choqué. À la fin je l'ai sorti. Tu veux dire que lorsque tu sors avec des blancs, on te prend pour une blanche. Il y avait du meurtre dans ses yeux. Tu n'as pas besoin d'être grossier. En plus d'être noir, hein, j'ai ajouté en rigolant. Bah ils s'imaginent que nous sommes des gens de cinéma de toute manière, ou que tu es blanche aussi bien. Je vais leur dire que je suis hindou. La prochaine fois, je porterai un turban. Les dîneurs les plus proches s'étaient tus pour nous écouter. Alice a posé un sourire forcé sur ses lèvres et a commencé à parler politique. Mais je n'allais pas la tenir quitte pour si peu. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? À faire mon éducation? Nous n'avons plus échangé une parole. La fin du dîner a été un vrai soulagement pour l'un et l'autre. Le garçon m'a apporté la note, discrètement posée à l'envers sur un plateau, avec un petit billet attaché contre. En prenant la note, j'ai lu les 2 lignes tapées à la machine. Nous vous avons servi cette fois, mais nous ne tenons plus à votre clientèle à l'avenir. Atroce. Bref, c'est atroce. Donc ils sont dans un restaurant où à la fois les blancs vont se montrer hyper oppressants envers les deux et où à la fois Alice, qui est habituée de cet environnement blanc, va être oppressante envers Bob. C'est vraiment, tout ce livre est très dramatique et en même temps très ouvert. Enfin, je veux dire, c'est pas subtil. C'est vraiment, les mots sont posés, il y a aucun doute sur ce qu'il se passe. Et je trouve ça, mais encore une fois, d'un riche au niveau littéraire. Après, il y a peut-être, encore une fois, hein, je suis blanche, j'ai lu assez peu de littérature non blanche. Et peut-être que c'est obvious qu'il y a plein de textes, mais je les connais pas. D'ailleurs, s'il y en a
que vous me conseillez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais il n'y a pas que la question du racisme dans ce texte, c'est vraiment l'écriture de l'auteur que je trouve fascinante. Elle est à la fois très crue et en même temps, tu sais, des fois on voit des textes où c'est écrit en mode ah là là, c'est mal d'être raciste, tu vois. Et là, en fait, le fait que ce soit la première personne et tout, mais c'est incroyable. Et le fait que l'auteur n'ait pas peur que ce soit cyclique, parce que des fois, il y a les éditeurs qui coupent en mode on a déjà lu ça, machin et truc. Bah non, en fait, il y a des textes qui ont besoin de cette redondance pour montrer cette accumulation, cette oppression. Enfin, c'est vraiment bien fait. Là, on a encore Alice et Bob, et donc on a Alice qui va parler du sexisme. Je voudrais être un homme, elle a dit. Si tu étais un homme, qu'est-ce que tu ferais, je lui ai demandé. Tout à coup, elle a éclaté en larmes. Personne ne m'a encore jamais parlé de cette façon, elle a dit en sanglotant. Enfin, je vais vous passer les réponses parce que c'est un peu spoilant sur pas mal de trucs, mais voilà, c'est dit hyper clairement, encore une fois. Et pour vous montrer un peu les tribulations internes de ce personnage principal, il y a des extraits comme « J'étais vraiment au plus bas, j'avais besoin de secours. J'avais besoin qu'on me prouve que les Noirs ne sont pas le peuple le plus vil sur la verte terre du bon Dieu. Il fallait que j'en parle à quelqu'un, j'avais besoin de me remettre d'aplomb. Les salauds étaient en train de me grignoter jusqu'au trognon, jusqu'à l'os. » On a vraiment donc cette colère, mais en même temps cette détresse que le personnage principal ressent. Je suis vraiment petite, là je suis tassée quand je lis. Et en fait, toute cette scène de détresse est déclenchée parce que il voit une femme noire qui fait de grands sourires à sa maîtresse blanche et ça le rend complètement désarçonné émotionnellement. Tiens, d'ailleurs, je vous parlais de métissage tout à l'heure. Donc là, c'est Bob qui se trouve chez Alice en compagnie de plusieurs de ses amis blancs. Et en fait, on a une des femmes qui va parler d'Alice en disant un truc genre les femmes d'à peu près votre couleur. Et donc, on a Bob. Je me suis levée et je lui ai dit que c'était insulter les noirs à peau claire que de mentionner leur couleur. C'est comme si on les traitait de bâtards, comme si on insinuait que les mères s'étaient fait trousser par des blancs. Alice était horrifiée, je savais qu'elle ne l'inviterait jamais plus. Et cette femme insiste. Dès qu'un N-word épouse l'une d'elles, il commence à dégringoler, continuait Cléo de toute sa véhémence. Jamais les noirs convenables ne les accepteront chez eux. Enfin bon bref, donc c'est encore une blanche qui explique aux noirs ce qu'ils doivent faire. Et c'est intéressant aussi parce que donc dans cette scène toujours, donc chez Alice avec des blancs et Bob, il y a des petites phrases sur le fait que... Enfin, je vous lis la phrase. Je me suis dit, cette fameuse animosité contre les Blancs ne va pas jusqu'à l'homme. Sous-entendant, en fait, que les personnes noires qui sont en colère contre les Blancs le sont davantage contre les femmes blanches que contre les hommes blancs. Et donc, on voit quand même que ce personnage, et donc l'auteur, bien évidemment, a cette notion de double oppression, racisme-sexisme. C'est hyper intéressant. Là, encore une fois, il veut date Alice, qui a pas très envie d'aller encore une fois dans un lieu public, et il lui répond que genre elle accepterait seulement à condition que nous ayons assez de blancs avec nous. Ah non, il parle pas à Alice, il parle à un des blancs. Attendez, c'est toujours chez Alice, et je crois qu'il parle à un des blancs qui leur dit quoi faire, encore une fois. Mais bref, il dit que il a le droit d'exister seulement s'il y a assez de blancs avec eux, quoi, en gros. Bon, bref, il y a des phrases aussi qui sont politiquement pas subtiles, encore une fois. Hein. Là, il y a aussi toute une discussion entre un des invités blancs et Bob, qui parle de combattre le fascisme, de combattre les entreprises, de machin, de trucs, enfin bref, hyper intéressant encore une fois. Il y a aussi une critique des blancs qui vont imiter l'accent de personnes noires. Putain, il y a beaucoup de sexisme aussi, j'ai mis pas mal de trucs rouges. Je pense que ça va avec un vocabulaire à recontextualiser, pardon. Mais il y a des phrases archi violentes comme quelle salope, elle a besoin de se faire caramboler par quelqu'un. Enfin, l'équivalent de t'es mal baisé, mais pas nécessaire, honnêtement pas nécessaire. Je pense encore une fois que je suis délulu parce que je ne connais pas assez l'histoire américaine et je vais lire sur le propos, mais bon, lire sur tout, ça prend énormément de temps. Mais il y a le terme de suprématie blanche dans ce texte. Et à la fois, ce personnage, il est aussi archi cynique. J'avais eu peur des blancs parce qu'ils étaient blancs. Et que c'était du plus haut comique de découvrir que les blancs avaient peur de moi aussi parce que j'étais noire. Il y a aussi une phrase sur la religion chrétienne, je vais vous lire. Le Seigneur là-haut, il nous a fait blancs. Et il vous a fait noir. S'il avait voulu, il aurait pu vous faire blanc et nous autres noirs. Mais il nous a fait blanc parce qu'il voulait qu'on ait la même couleur que lui. Je te ferai à mon image, il a dit, et c'est ça qu'il a fait. Et plus vite, vous autres les noirs, vous apprendrez ça. Plus vite, vous comprendrez que Dieu vous a fait noir parce qu'il le voulait. Parce que quand il nous a fait à son image, après il fallait qu'il en fasse d'autres pour remplir le monde, alors il vous a fait. Je veux pas dire que les noirs doivent servir les blancs, mais vous savez vous-même que le bon Dieu, il a des anges noirs pour servir les anges blancs. C'est dit dans la Bible, tout le monde peut le lire. Et plus vite vous apprendrez ça, mieux ça vaudra pour vous tous. Atroce à lire. Atroce. Bref. Là, je vais vous lire une autre page aussi, encore une fois, de détresse.
Vraiment, cette écriture est si juste, j'ai envie de vous lire tout le bouquin, mais bon, bref, il me reste plus beaucoup de post-it, mais j'avais envie de vous lire ces extraits. Là, donc, on a un personnage qui a envie de créer une fausse accusation de V. D'ailleurs, je vous ai pas lu la 4e de couverture. Vite fait. Un livre précurseur sur la question noire aux États-Unis. Un N-word ne cesse de brailler. Or, il est jeune, il est fort, il a une buick, un bon emploi sur un chantier naval, une fiancée à peine noire. Il pourrait être tranquille, heureux même, s'il acceptait de rester à sa place. Mais il veut être reconnu pour un homme comme les autres. Au premier incident qui l'oppose à une blanche, on l'accuse de VIOL. Donc, on sait qu'il va y avoir cette fausse accusation de V. Et donc là, le mot VIOL est prononcé. Sa réaction à ça, rien que le son du mot m'a épouvanté, m'a vidé de tout, de mon désir, de ma détermination, de tout cet échafaudage que j'avais construit. J'étais paré, assuré, prêt à m'emballer et à courir de toutes mes jambes. La seule chose qu'elle devait faire pour m'arrêter, c'était de prononcer le mot. Oui, parce qu'en fait, c'est une blanche avec qui il s'apprêtait à avoir des rapports. Et donc, cette femme sort ce mot en mode menace de « si on couche ensemble, machin ». Et donc, évidemment, lui, ça le coupe dans son élan, dirons-nous. Je lui ai jeté un dernier regard et j'ai vu sa bouche s'ouvrir comme si elle allait hurler. Puis j'ai tiré le verrou, dévalé l'escalier, et j'allais entrer dans ma voiture quand elle m'a appelé. J'ai regardé en l'air, elle avait relevé le store. « Attendez !» Elle a fait à voix basse. J'ai grimpé dans ma voiture sans répondre, j'ai mis le jus et poussé le starter. Puis j'ai coupé au moment précis où le moteur démarrait. Mon emportement était tombé. J'étais fatiguée, écœurée et dégoûtée. La gueule de bois m'empoignait brusquement. Je la vomissais. Mais quand même, j'ai attendu. Elle est descendue quelques instants après, maquillée comme une prostituée. Ah oui, il y a de la putophobie aussi dans ce texte. Et elle a posé le pied sur le marchepied en faisant papilloter ses cils rimélisés. Seigneur, elle a fait d'un ton géniard. Quel froussard de N-word vous faites. Ouvrez-moi la porte. Ce mot-là m'a réellement achevé. J'avais perdu et je le savais. Les Blancs avaient gagné encore un coup, et je voulais me tirer. Mais je savais que je ne pouvais pas la laisser là-dessus. Je ne voulais pas qu'elle ait ce plaisir-là. Alors je lui ai répliqué froidement, délibérément, d'une voix dure et posée. « Pour moi, t'es une ordure frangine, pas autre chose. T'es qu'une espèce de grosse vache avec des pieds sales, et si c'était pas tant de boulot, je t'enverrais faire le tapin pour moi. » Bref, elle a rougi d'un rouge sombre, et j'ai pu, même dans le noir de la rue, voir son regard devenir mauvais. Je l'ai vue reluquer la rue de haut en bas, puis elle a dit « Attends seulement que je trouve un agent sale N-word ». J'ai démarré sans même regarder en arrière. On va revenir sur cette fausse accusation de VIOL, bref, à quel point ça pose problème et tout. J'en parle après, mais là je vous lis juste les extraits. Il m'en reste 4. Ah oui. Il parle aussi du fait que Jésus n'était pas blanc, à un blanc. Vous avez oublié Jésus-Christ, j'ai dit. Quel était son vrai nom à lui ? Sous-entendu donc que Jésus n'était pas blanc, bien évidemment, nous le savons tous, mais beaucoup l'oublient. Ah, il y a une phrase aussi intéressante qui est verbalisée à base de... vous savez, vous savez peut-être pas, mais en mode quand tu essayes de prouver que tu n'es pas raciste en disant non, mais j'ai un ami noir. Bref, ça c'est pareil. Allez vous renseigner là-dessus parce que ça va être très long à expliquer. Mais là, il fait une phrase du même style en disant « Maintenant, s'il vient nous dire qu'il a eu une nounou noire, ça le met hors de lui. » Là, il parle de... pareil, hyper intéressant le fait que ce texte date des années 40, mais il parle de la représentation des Noirs au cinéma. S'il y a des acteurs noirs dedans, les rôles qu'ils jouent sont insultants. Et s'il n'y en a pas, tu te mets à y songer et tu es blessé de voir l'image d'une existence que tu ne pourras jamais vivre. Le malheur de tout cela, c'est que ça n'est pas une simple chose. Si j'achetais le mauvais billet et que je puisse aller le rendre, mais on me vend un billet et on me fait passer par les baguettes. Et ce n'est pas seulement ça, c'est l'accablement que ça t'inflige de savoir qu'on peut te faire tout cela. Et alors, dernier extrait que j'ai noté, on revient sur cette femme qui veut l'accuser. Et en gros, elle est vraiment proactive sur cette idée. Avant, dans la cabine avec elle, quand la foule grognait à la porte, j'avais instinctivement eu peur de l'idée d'être pris avec une blanche qui hurlait « Oh, VUL !» Peur de la foule, peur de la violence, peur tout simplement parce que j'étais noire et qu'elle était blanche. Une peur physique d'animal pris au piège. Mais maintenant, c'était une autre sorte de peur que j'éprouvais. Pas de la violence ni de la foule, pas une peur physique, mais peur de l'Amérique, de la justice américaine, du jury et du juge, des gens eux-mêmes, de l'inexorable de la conclusion que j'étais coupable. C'est archi fort, je trouve, comme passage. Fin des extraits. Pour revenir sur plusieurs choses qui posent problème quand même. Donc, il y a plein de sexisme dans ce texte. Par exemple, quand il est beaucoup oppressé par des hommes et des femmes, et quand en fait il est oppressé quand il subit du racisme par un homme, il a envie de le battre. Quand il est victime de racisme par une femme, il dit qu'il ne le fera pas, mais il pense au VUL. Et jamais il se dit qu'il va se battre avec elle. Enfin, je pense encore une fois que là, il faut recontextualiser sur une manière de verbaliser les choses, puisqu'encore une fois, ça lui paraît absurde de passer par là. Mais c'est des phrases qu'il peut avoir. Et du coup, ça peut énormément trigger, moi ça m'a trigger honnêtement, ça reste un vrai problème. Il est capable de dire quand il parle de VIOL que les femmes le cherchent, enfin
phrases archi violentes. Et en parallèle, dans ce texte, il subit le fait que les hommes noirs sont vus majoritairement comme des VIOLEURS. Et évidemment, il est dit qu'on croit beaucoup plus les victimes de VIOL lorsqu'elles le sont par des personnes noires. Et en même temps, c'est une réalité pour les personnes noires que de craindre d'être faussement accusées par une femme blanche de VIOL. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une réalité à cette époque-là d'avoir peur en tant que personne noire que ce genre d'accusation arrive, enfin de fausses accusations. On sait par exemple que le Ku Klux Klan faisait semblant d'accuser des noirs de VIOL. C'est une réalité vraiment présente dans le quotidien des personnes noires. Et donc, cette femme l'accuse, notamment parce que c'est la dernière attaque raciste qu'elle peut faire, la pire. Sauf que moi, ça me pose un énorme problème, évidemment, dans une lecture contemporaine, une lecture actuelle. On accuse encore beaucoup les femmes de faire de faux témoignages de VIOL. Il y a une espèce de phobie collective des personnes mauvaises et haineuses de croire que les victimes de VIOL font semblant, qu'elles n'ont que ça à foutre. Et donc, forcément, pour ça, c'est une très mauvaise représentation qui se trouve dans ce texte, même si ce récit est historiquement situé, que ça doit être replacé dans un contexte, il est vraiment important de signaler un point de vigilance pour une lecture contemporaine. Parce que dans les faits, les fausses accusations représentent vraiment une faible partie des signalements. Pareil, encore une fois, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, mais le mythe de la fausse accusation, c'est vraiment... Bon, bref. Mais en tout cas, ce type de représentation peut renforcer la méfiance injustifiée envers les victimes. Si vous recommandez ce texte à quelqu'un, il est vraiment important de préciser ce point, voire faire de la sensibilisation sur ce point, parce que ce passage pose un problème clair sur sa perception actuelle, et donc peut entrer en contradiction avec les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, dans ce texte, il y a un peu de grossophobie. Par exemple, il y a un personnage qui est surnommé Gradouble, genre. Après, c'est la traduction française, je sais pas ce qu'il en était dans la version originale. Peut-être que c'est du vocabulaire employé de l'époque, ça reste daté, ça reste grossophobe. De manière générale, il y a une énorme normalisation des violences physiques et psychologiques dans le discours des personnages, ce qui fait qu'il est vraiment difficile de voir en Bob une figure morale. Il y a aussi de l'antisémitisme de la part de certains personnages et des tracts anti-juifs qui sont distribués dans l'usine, ce qui est aussi une réalité de l'époque. La violence du racisme subi se retrouve même donc au sein de différentes classes sociales et donc parmi les plus précaires. Aussi, je l'ai noté, mais là je sais pas trop comment vous le verbalisez correctement, mais il y a quelque chose au niveau du vocabulaire de la description des personnes noires, mais il va y avoir des termes comme exotique, chocolat, café au lait. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est un truc assez critiqué que de comparer la couleur de peau à des aliments. Et en même temps, là, c'est d'autres noirs qui l'utilisent pour parler de personnages noirs. Donc je me dis que c'est sans doute daté. Et en même temps, là, je sais pas trop, j'ai pas les ressources pour vous dire quoi en faire. Pour moi, c'est négatif. Mais je vous pose cela. Après, évidemment, chaque personne noire vit ses oppressions de manière différente. Et il y a des personnes qui me diront qu'elles voient pas le problème et d'autres personnes qui trouveront ça complètement révoltant. C'est normal. On demande à personne d'être unanime sur ces questions-là. Je vous parle de mon ressenti et de ce que je vois dans ce texte et de ce que j'ai pu lire aussi qui me fait penser que. En tout cas, je rappelle que tous les physiques sont décrits et c'est hyper intéressant au niveau de la pluralité des représentations. Pour autant, quasiment toutes les descriptions sont sexistes, notamment par le fait que seules les femmes sont décrites à travers leur forme, et les hommes pas du tout. Pour revenir d'ailleurs sur le sexisme, qui est cette fois donc dénoncé dans le texte, il est dit qu'il est plus grave de sortir avec une blanche qu'avec un blanc. C'est une nuance que je trouve très intéressante. Voilà, fin de mon aparté. Et donc toujours dans cette opposition noir-blanc, il est dit, et je trouve ça encore une fois hyper intéressant, que le personnage noir découvre tardivement qu'il est noir. Parce qu'en fait, finalement, lui, il se voit juste comme un humain, mais que c'est la société qui lui renvoie ça. Et ça paraît très lisible comme chose, et peut-être un peu basique ce que je vous dis, mais c'est vraiment pour appuyer sur le fait que cet auteur parle de tout, et c'est archi pas subtil. C'est nuancé dans la représentation du racisme, c'est nuancé dans la manière dont les personnes vont subir le racisme et le voir et le supporter ou non. Enfin, le fait qu'il y ait autant de nuances sur les ressentis des personnes noires subissant le racisme, des formes que prennent le racisme et tout, enfin, c'est passionnant. Enfin, c'est vraiment bien écrit. Je suis en boucle, mais vraiment, c'est très bien écrit. Mais dans ce texte, globalement, le racisme est vu comme plus grave que le sexisme. Et à l'heure actuelle, ça peut être dur à lire. Les femmes noires subissent des oppressions réellement violentes. Bref, j'ai beaucoup digressé, mais
Malgré tous ses défauts, pour moi ce texte est incroyable. Et vraiment peut-être une de mes meilleures lectures de l'année. J'ai beaucoup parlé de sexisme parce que je trouve ça essentiel de ne pas laisser cette problématique de côté. Mais hors ça, je trouve que 80% du texte est incroyable. Toutes les questions du racisme sont archi intéressantes à lire. Je pense honnêtement que si vous voulez lire un livre sur la colère de personnes noires, c'est vraiment celui-ci qu'il faut lire. Par contre, encore une fois, il est archi violent, archi badant, mais en même temps je pense aussi que c'est parce qu'il est archi réel. Donc je vous le conseille vraiment 1000 fois avec tous les trigger warnings, enfin voilà, avec tout ce que je vous ai dit, en pleine connaissance de cause, parce que vraiment il est quand même très violent à lire. Je vous invite d'ailleurs à regarder d'autres vidéos sur ce livre, notamment des avis donnés par des personnes noires, car encore une fois, je ne suis pas la première concernée et je peux dire de la merde. On ne le dit jamais assez, mais n'oubliez pas de croiser vos sources, d'écouter différents discours, enfin voilà, vraiment, n'oubliez pas ça. Et aussi, parce que ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue, n'hésitez pas à regarder une vidéo sur l'auteur, car sa vie, voilà, c'est toujours hyper intéressant de voir dans quel contexte est né un roman. Bref, si je devais vous conseiller un livre cette année, bien qu'on ne soit qu'à la moitié de l'année, ce serait celui-là. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, car en ce moment l'algorithme me dit que je pue la merde, ou peut-être que les vidéos vous intéressent pas, ça c'est un autre sujet. Je vais refaire un avis lecture dans l'été, parce que logiquement je suis à l'étranger tout le mois d'août, donc je vais vous avoir préparé une autre vidéo. Et après à la rentrée, je commence un nouveau boulot, je commence un nouveau truc perso. Je risque d'être débordée. Je vais arrêter aussi les lives jusqu'à très loin dans le temps, puisqu'il fait tellement chaud que mon ordi fond, littéralement. Donc ça reviendra quand les températures seront compatibles avec la survie de mon matériel. Et en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner votre avis, à commenter ce que je vous ai raconté, à aller voir d'autres vidéos. Bref, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise! Ta-na-nam, tam, tam, pa-da-dam, boum, tum, tam, tam, tum, tum, tum.